Dans le premier temps, je le disais tout à l'heure, et c'est celle à laquelle on est revenu aujourd'hui, notre job, c'était de ralentir la progression de l'épidémie. C'était donc de suivre tous les cas confirmés, de remonter les chaînes de contamination, d'isoler les gens pour que l'épidémie, le fameux stade 3 dont on parlait beaucoup à une époque, arrive le plus tard possible. Ça a été un combat pied à pied, et à la fois du combat de rue et à la fois un travail de bénédictin, parce qu'il fallait remonter de peu de tests en France. Avec la difficulté de peu de tests, mais pendant longtemps, le dispositif il fonctionnait. On est arrivé à tester les nouveaux malades qu'on a identifiés. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, de toute façon, il y avait plusieurs foyers majeurs de contamination. Et c'est là qu'on a basculé dans le confinement, parce que c'était le meilleur moyen de taper et d'essayer de juguler l'épidémie. Donc repérer, tester, isoler. Voilà, c'était déjà le cas, repérer, tester, isoler, ça l'est à nouveau aujourd'hui. Le deuxième champ de notre activité immédiat, et je le dis avant les lits de réanimation, ça a été de se préoccuper des publics précaires. Parce qu'on savait, même si d'une certaine manière ça nous a encore plus sauté à la gorge avec le temps, on savait que les publics précaires seraient les plus vulnérables. Donc c'est l'armement d'équipes mobiles, la mise en place de centres dédiés pour les personnes à la rue qui seraient Covid, c'est le fait que l'hôpital se préoccupe et se projette vers ces équipes. Ça a été un énorme travail, mettre à l'abri les publics les plus précaires. Et les lits de réanimation alors. Les lits de réanimation, je conçois que les fonctions de coordination paraissent souvent les plus difficiles à décrire. Mais je vais essayer de dire, on avait en Île-de-France 1200 lits de réanimation. Première chose qui relevait de l'agence, c'est à quel moment décide-t-on de déprogrammer l'intégralité des activités, notamment chirurgicales. Ça, c'est une décision du directeur général de l'Agence régionale de santé. Moi, je l'ai prise quand la courbe a commencé à prendre une tournure un peu verticale. C'est une décision lourde qu'il faut expliquer et à laquelle il faut adosser une stratégie. Puisque, évidemment, que ce soit pour le public ou pour le privé, ça a des conséquences très importantes. Et par ailleurs, on l'a vécu en France, peut-être plus qu'en Île-de-France, déprogrammer. Après, on a une tendance presque à attendre les malades, à dire mais quand vont-ils donc arriver? La décision de déprogrammation. Ici, très concrètement, tous les jours, pendant presque 3 mois, un peu plus de 3 mois, pardon, le directeur de l'offre de soins, Didier Jaffre, tenait une conférence téléphonique avec les 250 établissements de la région. Public et privé. Public, privé, ESPIC, le directeur et le directeur médical de crise ou le PCME. Cette conf call, on a reçu d'ailleurs des témoignages assez bouleversants, c'était le moment où on disait voilà où on en est, on assurait la transparence, voilà combien on a de patients, voilà combien sont dans le public, voilà combien sont dans le privé, voilà où on en est sur la récupération de respirateurs. Voilà ce qu'on fait pour obtenir des renforts qui arrivent. Chacun partageait aussi ses contraintes, des contraintes très concrètes sur les médocs, sur la durée de réanimation. L'ouverture des lits, c'est les soignants. Comment ça se passe? L'ouverture des lits, ce sont les soignants, mais un lit, c'est des respirateurs, et un lit, c'est effectivement des soignants. Et à partir d'un moment, c'est par exemple l'ARS qui a mis en place la plateforme Renfort Covid, pour faire un appel. On a eu 35 000 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme. Quand il a fallu piloter les évacuations sanitaires, c'est évidemment l'agence avec les acteurs hospitaliers, ce n'est pas exclusif. Quand il a fallu, c'était dans le 31 mars qu'on s'est aperçu qu'on était au bout de ce qu'on pouvait. Il a fallu organiser la montée de soignants depuis les régions